Bienvenue dans notre décryptage du jour. Alors, on le sait, les documents institutionnels, ça peut souvent sembler un peu lourd, voire franchement aride. Mais accrochez-vous, car le référentiel officiel du diplôme d'État d'éducateur spécialisé cache en fait l'anatomie fascinante d'une profession absolument vitale. Parce que sur le terrain, face à la détresse humaine, eh bien l'improvisation ne suffit pas. L'idée aujourd'hui, c'est de transformer ce texte très officiel en une structure claire et digeste pour qu'on comprenne ensemble ce qui fait vraiment le cœur de ce métier incontournable. On y va ? Au programme de notre exploration, d'abord, on pose des bases en définissant le rôle et les piliers de l'éducateur spécialisé. Ensuite, on attaque le gros du morceau, les 4 grands domaines de compétences. On va faire un zoom sur l'action directe, puis on dézoomera sur le travail en réseau pour finalement conclure sur l'essence même de ce cadre, un métier foncièrement humain. Section 1. Qui est l'éducateur spécialisé et quelle est la définition de son rôle ? Bon, avant de se lancer dans la technique, il faut poser les fondations. Concrètement, un éducateur spécialisé, ce n'est pas juste quelqu'un qui aide. C'est un professionnel du travail social qui déploie une véritable démarche éducative. Le mot-clé vraiment, c'est l'accompagnement. Qu'on parle de personnes isolées, de groupes ou de familles en difficulté, le but n'est absolument jamais de faire à leur place. L'idée, ce n'est pas de remplir un formulaire administratif pour quelqu'un, mais plutôt de s'asseoir avec cette personne pour qu'elle apprenne à le faire. On cherche à catalyser ses propres capacités de socialisation, d'autonomie et d'insertion. En clair, c'est un métier d'émancipation. Section 2. Les piliers de la pratique, autrement dit, les fondations du métier. Avant même d'entrer dans les tâches spécifiques, l'éducateur s'appuie sur 3 piliers inébranlables. D'abord, la démarche éthique. Ça, c'est le respect absolu de l'autre dans sa différence, sans aucun jugement et bien sûr avec une confidentialité stricte. Ensuite, le travail en équipe. Il faut bien se le dire, l'éducateur n'est pas un héros solitaire. Il évolue dans un réseau pluridisciplinaire où les décisions sont réfléchies à plusieurs, histoire de ne pas se retrouver isolé face à des situations parfois très lourdes. Et enfin, le 3e pilier, la veille professionnelle. La société bouge, les lois changent, les problématiques évoluent très vite. Rester à jour, c'est tout simplement indispensable pour que l'accompagnement reste pertinent. Section 3. Les 4 domaines de compétences, le fameux cadre d'intervention. C'est ici qu'on entre vraiment dans la mécanique du diplôme. Le métier est divisé en 4 blocs bien codifiés. Les fameux DC, DC1, DC2, DC3 et DC4. C'est une vision macro hyper logique. On part de l'échelle la plus intime, avec la relation éducative dans le DC1, puis on construit des projets éducatifs avec le DC2, ensuite on élargit un peu au travail en équipe interne avec le DC3, pour finalement rayonner vers l'extérieur et les grands partenariats institutionnels dans le DC4. C'est brillant, non ? On part vraiment de l'individu pour s'étendre progressivement à toute la société. D'ailleurs, les textes officiels utilisent une expression que je trouve extrêmement juste. Ces 4 domaines forment la colonne vertébrale de la pratique. Et si on y pense, c'est la métaphore parfaite. Une colonne vertébrale, c'est ce qui vous tient droit, c'est une structure solide, mais c'est aussi ce qui vous permet de bouger, de vous adapter. Face aux crises ou à l'imprévu constant du terrain, ce cadre permet aux professionnels de s'adapter en temps réel, sans jamais perdre leur cap. Section 4, l'action directe, qui regroupe les domaines 1 et 2 pour le travail direct avec la personne. Faisons un petit zoom sur le DC1. On compte 7 étapes cruciales pour instaurer cette relation éducative. Et attention, on ne parle pas de juste dire bonjour. Accueillir, c'est le faire en respectant l'histoire unique de la personne. Ensuite, il faut identifier les vrais besoins, qui sont souvent cachés derrière des comportements d'opposition ou des symptômes de surface. Et là, le rôle de l'éducateur devient un véritable étayage. Imaginez un instant des échafaudages autour d'un vieux bâtiment qu'on rénove. L'échafaudage soutient fermement de l'extérieur, le temps que la bâtisse se solidifie dans l'intérieur. Eh bien, c'est exactement ça. On offre un repère temporaire pour guider la personne vers sa propre autonomie et sa pleine citoyenneté. Et cette relation, elle prend concrètement forme dans le DC2. C'est le cycle de conception et de conduite de projet en 4 temps. D'abord, observer et analyser pour poser un diagnostic. Ensuite, l'étape reine, co-construire. C'est hyper important. Un projet n'est jamais imposé d'en haut. S'il n'y a pas d'adhésion de la personne, ça ne marchera jamais. Ensuite vient la mise en œuvre au quotidien. Et enfin, évaluer et réajuster. Parce que oui, dans l'humain, la ligne droite, ça n'existe pas. Il y a des rechutes, des envies qui changent, et l'adaptation doit être permanente. Section 5, le réseau, donc les domaines 3 et 4 qui forment l'écosystème professionnel. Alors maintenant, on dézoome. C'est bien beau de construire une relation, mais l'éducateur ne peut pas porter tout le monde sur ses seules épaules. Attention à bien distinguer ces 2 domaines souvent confondus. Le DC3, c'est l'interne. C'est la communication avec les psys, les chefs de service, l'équipe au sein même de l'établissement. Le DC4, par contre, c'est résolument tourné vers l'extérieur. C'est la façon dont l'éducateur va collaborer avec une mairie, un juge des enfants ou la psychiatrie pour débloquer la situation d'un jeune. On passe de l'équipe restreinte à l'immensité du territoire. Et là, il y a une réalité du métier que le grand public ignore souvent, l'importance colossale de l'écrit.
On a l'image de l'éducateur toujours dans l'action, sur le terrain. Mais en fait, une part énorme de son temps passe dans la rédaction, surtout pour le DC3. Les synthèses pour les réunions, les rapports éducatifs pour le juge, les bilans pour les financements. Les paroles s'envolent, mais l'écrit reste et garantit la continuité. Et du côté du DC4, l'éducateur enfile son costume de diplomate. Il devient le trait d'union absolument indispensable dans un filet de sécurité sociale qui est, disons-le, souvent très morcelé. Section 6. Un métier de l'humain. La finalité de la profession. Après cette plongée très technique, il faut se recentrer sur l'essentiel. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces 4 domaines ne travaillent pas chacun dans leur coin. Ils s'emboîtent parfaitement pour former une seule réalité, un métier viscéralement humain. Chaque rapport rédigé tard le soir, chaque réunion interminable avec des partenaires, tout cela n'a qu'un seul et unique objectif, soutenir, protéger et élever la personne accompagnée. C'est un peu le magnifique paradoxe de ce métier, non ? On a ce cadre technique de l'État, ultra normé, découpé en processus et en indicateurs, et pourtant, toute cette lourde machinerie est entièrement dévouée à l'objectif le plus sensible au monde, créer une véritable connexion humaine, générer de l'empathie, restaurer la confiance et permettre à ceux qui sont restés sur le carreau de retrouver leur place dans la société avec dignité. La plus haute rigueur mise au service exclusif de l'humain. Alors pour terminer, je vous laisse réfléchir à ça. Face aux tempêtes de la détresse humaine, comment cette fameuse colonne vertébrale administrative réussit-elle le miracle de recréer du lien là où il a été tragiquement brisé ? La réponse, les professionnels l'écrivent tous les jours sur le terrain. Gardez bien en tête que derrière la vocation du travail social, il y a en fait une véritable ingénierie humaine d'une précision remarquable. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.